Bonjour Géraldine Bénichou, merci de participer à l'Observatoire de la médiation culturelle dans le champ social. À travers ton expérience, on a voulu aborder la question d'artistes intervenant dans les quartiers prioritaires, politiques de la ville, Euh, savoir comment on en arrive à intervenir dans ces quartiers, quel est l'itinéraire déjà que tu as suivi et voilà comment c'est arrivé en fait. Bonjour Serge, merci en tout cas de cette invitation à témoigner. Alors, donc moi je suis metteuse en scène, responsable d'une compagnie qui s'appelle le Théâtre du Grabuge, que j'ai cofondée avec d'autres artistes en 1996 à Lyon. Très rapidement, donc nous on terminait nos études, très rapidement, ce qui nous a intéressé, c'est de rencontrer des publics et puis aussi d'aller à la rencontre de gens qu'on ne voyait pas ou très peu dans les théâtres. Donc voilà, on a commencé à aller dans des lieux ou des foyers de jeunes travailleurs, des foyers d'hébergement. Et en fait, notre première envie était d'inscrire de l'imaginaire au cœur des situations voilà, du quotidien réel, dans des lieux où les gens n'étaient pas des publics, a priori, mais où ils vivaient. Donc, c'était vraiment au départ une envie de se dire que ce qu'on avait envie de raconter était partageable par tout le monde. Donc, on a découvert des lieux. Il se trouve que j'ai commencé à travailler autour de l'Odyssée d'Homère. Au départ, c'est une proposition dans le cadre de En train de lire manifestation à la gare de Lyon-Pardieu. Et j'ai fait cette première expérience de lire et de faire lire à des personnes dans la gare pendant 2 jours de suite l'Odyssée. Et j'ai découvert cette chose assez fascinante que ce grand récit dans une gare parlait à tout le monde, les gens s'arrêtaient, s'endormaient, et puis surtout les gens, une fois qu'ils avaient entendu le récit de l'Odyssée, venaient nous raconter leur propre récit voilà, d'exil. Et ce qui était assez fascinant, c'est que dans la gare, on avait autant voilà, les Shibani qui traînent là que les personnes qui rendent du travail. Et, euh, et cette expérience, donc, c'était en 1999, m'a donné envie, avec ces grands textes, moi j'ai plutôt un héritage de littérature classique au départ, donc ces grands textes de la mythologie, d'aller à la rencontre de personnes dans des lieux qui sont des lieux, voilà, des lieux de la ville. Et j'ai découvert un réseau à Lyon de foyers d'hébergement, de foyers qu'on appelle donc des CHRS, des lieux où les gens habitent mais ne sont pas chez eux. Et j'ai commencé comme ça une sorte de périple pour aller raconter l'Odyssée à des personnes et entendre ce que ça leur faisait dire, cette histoire, comment ils se reconnaissaient, comment ils s'identifiaient. Et dès les années 2000, j'ai inventé des formes de lecture publique participative qui pouvaient s'installer partout. Et j'ai découvert une géographie de la ville, donc en l'occurrence de l'agglomération lyonnaise et de Lyon, que je ne connaissais pas du tout, puisque moi, je n'avais jamais mis les pieds dans un foyer d'hébergement. Et je me suis retrouvée sur une année à faire une trentaine de rencontres de lecture publique participative dans ces lieux de vie à vocation sociale, et à la fois de partager ce grand récit, donc de partager une langue, et en même temps d'entendre la manière dont ça ouvrait des espaces pour que des personnes qui ne sont pas reconnues, qui sont souvent en exil, en errance, prenaient la parole pour se raconter, et pour se raconter aussi comme Ulysse, comme des héros. Euh, donc cette géographie de la ville, qui n'était pas du tout la mienne, elle m'a passionnée sur la découverte et la rencontre avec des marges de la ville, les marges socio-économiques de la ville. Donc évidemment, ça m'a amené à aller dans des quartiers dits prioritaires de la politique de la ville, autour de l'agglomération lyonnaise. Euh, et, euh, et sans doute à cet endroit-là, à découvrir en fait pourquoi j'avais envie de faire du théâtre, c'est-à-dire le sens même de dire que moi, j'ai pas forcément grand-chose à dire comme metteuse en scène, mais que je suis plus une passeuse et puis un haut-parleur ou une haut-parleuse, et que en racontant des histoires, en recueillant, c'est comme ça que j'avais envie de faire du théâtre et donner à entendre des voix de personnes qu'on entend peu. À partir de l'Odyssée, je me suis intéressée à toutes les questions d'exil. Euh, euh, et, et, et je me suis, voilà, en rencontrant des foyers d'hébergement qui sont parfois, mais pas toujours, dans des quartiers politiques de la ville, j'ai découvert en 2000
ce qu'on appelait déjà, enfin qui est aussi des financements spécifiques de la politique de la ville. Je ne sais pas si ça s'appelait exactement comme ça en 2000. Et j'ai commencé à à découvrir que je pouvais trouver des moyens d'imaginer des formes de résidence, d'itinérance artistique qui se passaient à la fois dans des lieux à vocation sociale, donc à la rencontre des personnes qu'on ne voit pas dans les théâtres, et en même temps en étant dans une volonté de faire que ces personnes-là, on puisse aussi les emmener là où on est, dans les théâtres, pour raconter des histoires. Donc, on a développé ce que j'ai appelé à ce moment-là un théâtre sans mur. Donc, sans mur étant pas hors les murs, étant par-delà toutes les barrières, en fait, qui cloisonnent et qui font qu'il y a une grande partie de la population qui ne passe pas les portes des théâtres. Et donc, ces formes que j'inventais, elles étaient passerelles dans deux sens, c'est-à-dire que c'était pour des artistes une forme pour aller vers les personnes et en même temps pour des personnes qu'on rencontrait de venir et d'entrer dans les théâtres. Donc, en faisant ce travail-là, c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert, j'ai découvert ces lieux et ces quartiers en marge du centre-ville de Lyon. Découvert aussi les financements qu'on pouvait aller chercher là-dessus. Était confrontée d'emblée aussi sur le fait que pour moi, c'était une évidence qu'il fallait faire ce travail-là dans des lieux, dans des quartiers, et en même temps tenir l'autre dimension, c'est-à-dire travailler avec les théâtres institutionnels, et d'arriver à faire des liens et des allers-retours. Et en fait, c'est vrai que d'emblée, c'est pas si simple parce que il y avait une forme de frontière, de cloisonnement entre à un moment les propositions artistiques qu'on peut faire dans les quartiers, celles qu'on peut faire dans les institutions. Et c'était assez intéressant parce que du coup, d'emblée, j'ai compris à la fois comment les financements de la politique de la ville allaient me permettre d'inventer des manières de faire et des processus de création qui étaient différents et dont je ne trouvais pas en fait la possibilité dans des institutions. Donc après, tout le travail a été d'être un pied dans des quartiers en politique de la ville et un pied dans des théâtres parce que l'aller-retour avec les personnes qu'on rencontre me semble très important pour que les paroles qui émergent de ces rencontres dans les quartiers en marge puissent être entendues au centre et au cœur de la ville et des institutions. Voilà comment… Oui, il y a véritablement aussi dans ce que tu dis l'idée de ne pas refuser non plus que les personnes qui ne sont pas des professionnels puissent assumer une part de poésie en eux, une part d'expression, enfin si j'entends ça. C'est peut-être en termes de pratique, ça peut questionner l'équilibre entre la dimension citoyenne et la dimension esthétique de tel projet. Où les deux sont présents. Ouais, l'esthétique est politique. Enfin, ça, vraiment, Jacques Rancière nous le dit, nous le rappelle dans ce très beau texte qui s'appelle « Le partage du sensible », c'est-à-dire que qui a les moyens de l'expression artistique et de se faire entendre, en fait, dans notre pays. Ce n'est pas un a priori de dire que les moyens de l'expression ne sont pas extrêmement bien répartis, c'est-à-dire qu'on est aussi dans un milieu culturel qui légitime des formes artistiques, mais qui sont aussi des manières de légitimer des catégories sociales. Enfin, la question de la place des personnes racisées dans les institutions, des femmes, des classes populaires. Rarement, en fait, les moyens de l'expression sont accessibles, en fait, à ceux qui en sont le plus éloignés. Enfin, pour le dire simplement, je pense aussi que notre culture institutionnelle et instituée est parfois et reste un outil de reproduction des inégalités sociales. Et que ça, c'est fondamental de se dire que, et ça, on l'apprend de Rancière, c'est-à-dire que la manière qui a les moyens de raconter le monde dans lequel on vit est aussi déterminant et est politique. Donc, c'est vrai que les moyens sont très concentrés aujourd'hui dans les institutions et que ce que j'ai découvert chemin faisant, c'est que aussi pluraliser la façon de raconter le monde, rendre possible que des personnes qui n'ont pas accès à ces moyens puissent nous raconter le monde, c'est essentiel. C'est essentiel pour les personnes, pour qu'elles soient reconnues comme partie prenante et citoyens de notre société, mais aussi pour ceux qui sont au centre. C'est-à-dire, je pense qu'il est extrêmement urgent de partager davantage le sensible et que cette chose de Rancière, qui est pour moi quelque chose qui est… il y a une phrase de Rancière qui est toujours dans ma tête, qui est « Une communauté émancipée est une communauté de conteurs et de traducteurs ». Et que la question de l'émancipation commune, collective, elle passe
par le partage du sensible et par rendre possible que nous, professionnels, un peu légitimes, artistes, une de nos missions principales soit de partager nos outils et notre espace d'expression avec ceux qui n'y ont pas accès. Oui, oui, il y a cette idée-là aussi que de la légitimité peut-être à un moment, de la légitimité artistique, etc. Et de se dire que c'est peut-être pas le problème, que c'est peut-être pas en ces termes-là que se pose la question, que la question ne se pose pas en termes d'art, en termes de qualité d'expression, en termes de qualité d'interprétation, mais qu'il y a d'autres questions qui sont peut-être inconcevables pour certains, mais qui émergent dans le cadre de ces projets. Ah, je crois, fondamentalement, ça c'est après l'expérience que j'ai eue, c'est-à-dire que en menant des projets avec les personnes dans les quartiers populaires, ma pratique a changé, ma manière de concevoir en fait aussi ce qu'est l'esthétique, ce qu'est l'œuvre. Évidemment, ce qui est premier, c'est les processus, mais que des processus différents permettent de faire naître d'autres types d'œuvres et des œuvres différentes, et que ça nous interroge évidemment sur nos rapports à la réception, et que je crois fondamentalement que la culture ou des processus artistiques, en tout cas dans les quartiers, changent notre manière de faire art, de faire œuvre. Et les œuvres qui émanent de ces processus-là, elles sont nouvelles, elles sont différentes, elles nous obligent à renouveler aussi notre manière de concevoir le beau ou la qualité ou l'excellence ou l'exigence. En fait, je pense que c'est des processus par exemple, qui sont très exigeants pour les artistes qui les mènent. Ça demande un immense professionnalisme, c'est-à-dire travailler avec des personnes qui n'ont pas les outils de l'art. Ça demande d'être encore plus, de les maîtriser encore plus, de ne pas avoir peur de les partager, d'être en mesure d'être disponible. En fait, je pense que ça demande de très, très grandes qualités humaines et artistiques de pouvoir mener, d'interroger aussi la limite entre ce que c'est être amateur, professionnel, ne pas avoir peur de ces frontières, de ces cloisons. Et moi, toutes les expériences que j'ai menées, j'ai pas de... Moi, je sais bien l'endroit où est mon métier, je sais raconter des histoires. Il y a des personnes qui ont des choses à dire et que si moi, je peux les aider à raconter leurs histoires, elles ne sauront pas forcément le faire sans moi. Et que, voilà, que c'est une coproduction, co-construction, que je sais aussi que mon métier, c'est pas d'être travailleur social et que dans ce type de projet, j'ai besoin qu'il y ait des relais, j'ai besoin de travailler avec des gens dont le champ du social est le domaine et qu'en fait, on est dans des rapports qui sont extrêmement complémentaires. Après, évidemment, ça veut dire que notre posture, comme artiste, elle est forcément... faut être dans des postures qui sont horizontales, en fait. Et voilà, moi, j'ai pas peur, par exemple, d'être instrumentalisée. Ça me pose aucun problème. Je trouve que, au contraire, quand je mène un projet dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, que les travailleurs sociaux s'en emparent pour des raisons qui sont les leurs, je trouve ça extrêmement important. Moi, je sais ce que je suis en train de faire, je sais ce qui se passe avec les personnes et que c'est souvent des projets qui ont des multiples dimensions. Il y a une dimension esthétique qui est importante, mais aussi sociale. Et que l'art a une fonction sociale qui est aussi fondatrice dans ce que c'est que l'art dans notre société. Est-ce que, par exemple, c'est possible pour toi de revenir sur certains points de vigilance, sur certains processus qui reviennent? Je pense qu'aucun projet ne se ressemble, hein. Je pense que comme tu pars d'une extrême écoute des personnes, des habitants avec lesquels tu travailles, c'est peut-être pas évident d'avoir ce recul-là, mais est-ce qu'il y a des processus sur lesquels tu pourrais revenir? Il y en a déjà un que tu as évoqué, hein, c'est-à-dire cette idée de l'extrême vigilance par rapport à cela, c'est-à-dire que de travailler avec les clés de l'art, avec des personnes qui ne les maîtrisent pas forcément, c'est un point de vigilance assez intéressant. Est-ce qu'il Alors, y en a d'autres? oui, alors, par exemple, évidemment, pour être très concret, par exemple, sur la question de l'Odyssée, mon intuition, elle était de partir d'un grand texte de la littérature classique qui a une grande poésie, c'était une traduction en vers de Jacotet, et avec ce texte-là, qui est complexe, mais qui est extrêmement riche, je suis allée dans je sais pas, une cinquantaine de foyers d'accueil, d'urgence, de jour, de nuit, dans des prisons, etc. Et j'ai été confrontée, par exemple,
à un directeur ou un animateur d'un foyer qui me dit non mais venir faire lire l'Odyssée en vers de Philippe Jacotet à nos résidents ou aux gens qui sont là et qui sont souvent en grande difficulté. Enfin, en fait, ça n'a pas de sens, c'est pas possible, ça va pas les intéresser, ou c'est trop exigeant, ou au contraire, il faut partir d'eux. Et vraiment, l'expérience que j'ai eue, c'est que la question de l'imaginaire et de la poésie crée un espace commun, un espace de rencontre qui est et qui rend les gens extrêmement, enfin, comment dire, heureux en fait de cette rencontre-là. Et là, par exemple, j'ai dû résister à des moments, à des demandes, à des demandes d'ailleurs plutôt de l'environnement social, plutôt que des personnes elles-mêmes, que de dire oui, il faut vraiment partir des gens, de leur histoire, et en même temps, à un moment, reproduire le fait que les gens, les personnes, elles, c'est une rencontre. Moi, j'arrive avec mon univers, elle avec le leur, et on se rencontre sur un imaginaire qui est fort, et sur une langue. Par exemple, c'était passionnant de faire lire l'Odyssée traduit en vers par Jacotet dans des lieux d'accueil d'urgence, de jour ou de nuit, et qu'à un moment, poser des pupitres, mettre des textes, inviter des personnes à lire avec nous cette histoire. D'un coup, c'est un voyage, c'est une sorte de bulle, c'est de l'extraordinaire qui s'invente. Et en fait, ça a toujours rendu les rencontres extrêmement douces. Et voilà, donc ça, par exemple, il s'agit de résister aussi, mais sans doute parce que parfois, eux-mêmes, les travailleurs sociaux vont peu au théâtre, comme tout le monde, en fait. Comme la plupart de la population. Et c'est vrai que quand je venais leur parler d'un projet autour du théâtre, de l'Odyssée, ça ne marchait pas. Donc, assez rapidement, y compris avec les travailleurs sociaux ou avec les personnes, je ne parlais pas de projet, je racontais des histoires. D'un coup, raconter l'histoire de l'Odyssée, en fait, ça a une force qui emporte tout le monde. La lire, donc il y avait vraiment cette histoire de l'imaginaire au cœur de la rencontre, et de la langue, qui est vraiment une chose très forte. Et ensuite, quand j'ai continué toujours d'arriver avec des matériaux qu'on partage, créer du commun, nos matériaux, notre langage, c'est un langage artistique qu'on peut partager, ça c'est vraiment très important. Et puis, effectivement, ne pas craindre la question de l'instrumentalisation. Enfin, je pense qu'il n'y a pas à résister, il y a chacun à l'endroit où on est, de pouvoir composer avec nos compétences, nos expertises qui sont différentes. Voilà, aussi être hyper attentif. C'est des projets où il y a du frottement et c'est sans doute ce qui est intéressant. Enfin, parce que sinon… mais que l'enjeu, moi, je sais que je pense à des villes où parfois j'ai débarqué, je ne connaissais absolument pas ni les personnes. Il fallait aussi prendre connaissance de qui sont les acteurs d'un territoire, comment on peut… mais c'est vrai qu'à chaque fois, pour moi, l'enjeu était le même, c'est-à-dire que dans tous les projets de création partagée et participative que j'ai menés, c'est vraiment la dimension, c'est des projets qui sont fondamentalement politiques, dans le sens où ma question est toujours comment créer un lieu commun, au sens fort du terme, en étant dans la reconnaissance des singularités de chaque personne. Donc, et ça, dans tous les spectacles que j'ai faits, c'est ça qui m'importe, c'est inventer une communauté, enfin, rêver d'une communauté composée de gens extrêmement différents, mais que cette communauté, cette société, elle n'écrase pas les singularités et que chacun puisse exister comme être singulier. Donc, par exemple, quand je travaillais sur l'Odyssée, ensemble, on s'empare du texte de Jacotet, on raconte, on chante, on prend ces mots-là, et en même temps, comment en écho à l'Odyssée, c'est un espace pour que chacun puisse témoigner de son rapport à l'exil. Donc, c'est vraiment ces enjeux qui sont des enjeux, à mon avis, fondamentalement politiques aujourd'hui. Hein. Comment on vit ensemble en étant reconnus dans notre singularité. Enfin, c'est un peu la question, il me semble, essentielle. Et comment, du coup, l'art ne devient pas seulement l'expression d'un artiste qui a une sorte d'un jeu, d'un ego artistique fort, mais qui me semble qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment l'art est l'expression symbolique du nous, enfin, de ce qu'on a à construire ensemble. Et ça, c'est chemin faisant que je l'ai compris, en fait, en le faisant. Et c'est là peut-être où il y a une autre dimension politique assez forte. Hein. C'est comme on entend souvent parler d'accès, d'accessibilité, d'exigence, d'excellence. Enfin, tous ces termes deviennent finalement un peu obsolètes parce que ce n'est plus la question. Et c'est là où le politique est peut-être revivifié d'une certaine façon, parce qu'on se dit, mais c'est pas cette question qu'on est en train de traiter. On est aussi en train de traiter comment une personne
plutôt que de désacraliser son rapport à l'art, va vivre justement la pulsion poétique qu'elle a en elle et comment elle va pouvoir l'exprimer. Et effectivement, les notions d'exigence ou d'excellence dans ces projets-là prennent une autre dimension qui est la question de l'exigence et de l'excellence démocratique, en fait, des processus artistiques. D'ailleurs, qui fait aujourd'hui beaucoup plus sens. En fait, je ne sais pas ce que c'est que l'excellence artistique ou l'exigence artistique. Je le sais comme tout travailleur, je ne sais pas comment dire, artisan. Je sais comment je fais mon métier, comment je peux faire mieux. Mais l'enjeu aujourd'hui, il est la question de l'exigence démocratique des processus artistiques qu'on mène. Et que, évidemment, ça rejoint un paradigme qui est qui englobe celui de la démocratisation culturelle, qui est celui de l'accès, mais qui est vraiment celui des droits culturels, c'est-à-dire la manière dont chacun peut être reconnu comme porteur d'une culture, mais en même temps comment chacun est acteur d'une culture qu'on fabrique ensemble. Et que ça, c'est pour moi aujourd'hui ce paradigme-là qui est en train de mettre un pied au ministère de la Culture, enfin un gros pied avec cette nouvelle délégation qui se crée autour des questions de démocratie culturelle. Elle est le sens même de l'exigence artistique. Enfin, l'exigence artistique entendue comme une exigence de construction de notre démocratie. Parce que dans ces processus de création partagée et participatif, ce qui s'expérimente, c'est vraiment comment on fait société ensemble. Comment on se constitue comme société en faisant ensemble, par le faire ensemble, de quelque chose qui nous met à égalité, comme chacun étant porteur de culture et de poésie. Je pense qu'à certains moments, la question de l'instrumentalisation, elle circule, c'est-à-dire qu'elle est aussi éviter d'instrumentaliser les publics avec lesquels on travaille, avec un objectif qu'on aurait de mise en scène ou objectif artistique. Je pense qu'une des qualités de ton savoir-faire et de celui d'autres, c'est justement de se dire, on est dans un cheminement avec les personnes. Ah oui, comment nous, on peut évidemment instrumentaliser. Alors, sans doute que très, très rapidement, sur un des premiers projets, d'ailleurs, que j'avais mené à Éragny-sur-Oise, enfin, en l'occurrence, un territoire qu'on ne connaissait pas du tout, qui était la première grosse résidence de création partagée qu'on avait faite en 2000, je sais plus, 2004. En fait, c'est assez fou la manière dont les personnes, en fait, quand on commence à s'intéresser à leur parcours, à parler avec elles, ce qu'elles livrent énormément. Et avec Sylvain Bodreda, qui est mon camarade, très vite, on s'est dit, mais effectivement, qu'est-ce qui est partageable et pas partageable dans ce que nous livrent les gens? Et qu'on peut avoir parfois une sorte d'envie de livrer les pires choses, enfin les choses les plus singulières, les plus... Et évidemment, chemin faisant, parce que les personnes, elles nous livrent des choses, qu'ensuite on va les remettre en scène pour qu'elles se racontent, la question de ce qui est partageable. Il y a des choses qui sont de l'ordre du privé. Enfin, on a essayé de se dire, OK, quand les gens nous racontent quelque chose et qu'on va écrire un texte pour eux, qui va être ensuite porté par eux, il y a des choses qui sont de l'ordre du privé, qui ne sont pas partageables, et des choses qui sont de l'ordre... Alors nous, on a du coup qualifié ça d'intime. C'est ce qui, dans la vie privée, est partageable par tout le monde et qui permet à chacun de se reconnaître. Donc après, c'est se donner des outils, en fait, pour pas instrumentaliser les personnes. Mais après, les personnes, elles savent bien se défendre aussi, moi, je crois. Oui, oui, je trouve ça très, très juste parce que c'est véritablement ce qu'il dit à certains moments, c'est que derrière tous des terminologies qu'on utilise, des prudences que l'on a, la relation peut être assez simple aussi entre l'artiste et les personnes à certains moments, si tant est que l'artiste a un savoir-être simple de comportement et les gens font confiance et peuvent même aller au-delà de nos attentes, au-delà de ce qu'on... Oui, d'autant plus que ces rencontres en t'entendant sont comme des tiers-lieux temporaires. C'est-à-dire que ce sont des utopies temporaires, des tiers-lieux temporaires qui se constituent avec les publics. Alors, et ce qui manque d'ailleurs, parce que moi, dans le quartier où je suis, enfin, où je commence par expérimenter beaucoup de choses, c'est qu'évidemment, ces expériences, souvent, elles sont temporaires et elles s'oublient, elles s'enchaînent. C'est des nouveaux artistes, des nouveaux projets qui démarrent, des travailleurs sociaux qui changent. Et que c'est sûr, c'est qu'à un moment, pouvoir inscrire dans des lieux, dans des, je sais pas, maisons comme il y a en Belgique, en fait, des maisons des arts, de la culture et de la cohésion sociale, des endroits qui travaillent la continuité, la progression, la mémoire, la trace, mais des espaces qui soient aussi en dur, qui soient, parce que la dimension éphémère, en fait, dont tu parles, elle capitalise assez peu
sur les traces et sur ce que ça laisse et ce que ça change à exister. À Mermoz, on avait fait l'expérience d'un cabaret citoyen pendant 5 jours. Mermoz étant, il y a une place, un quartier politique de la ville, où j'avais fait un cabaret citoyen qui, 40 propositions artistiques, naît de rencontres entre des artistes et des associations, des structures de quartier pendant 5 jours, sous des tentes, des chapiteaux. Ça a été un moment assez magique. Et quand on a démonté les chapiteaux, il y avait les vieux, les Chibani qui sont sur la place, c'est leur place normalement. On avait vachement travaillé en amont avec eux pour que ce soit aussi leur place pendant le temps du festival. Regardaient les tentes se démonter en disant ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un cabaret citoyen. Et est-ce que toi, tu traiterais la question de l'égalité en dehors des quartiers et comment tu la traiterais si tu avais la traitée en dehors des quartiers ou elle est insécable de ta pratique des quartiers? Non, mais le plus étonnant, c'est de poser la question de l'égalité seulement dans les quartiers. Enfin, comment dire, c'est-à-dire que pour moi, c'est une évidence que les discriminations, elles sont vécues par les personnes dans les quartiers au regard du centre et de ce à quoi elles sont envoyées. Donc, par exemple, j'ai beaucoup travaillé les questions d'égalité femmes-hommes au cœur des quartiers, tout en travaillant énormément tous les a priori de politique publique qui tendent à analyser les quartiers comme un lieu où les femmes sont les victimes et les hommes seraient les menaces. Et qu'il y a des formes de préjugés aux politiques publiques sur les questions d'égalité qui fait que les questions d'égalité hommes-femmes, par exemple, devraient se travailler que dans les quartiers. Il est bien évident que les questions d'égalité hommes-femmes doivent se travailler absolument de manière très ouverte. Je me rappelle d'un projet de création sur les questions d'égalité que j'ai fait dans les quartiers où on faisait venir en fait des lycéens, à la fois des quartiers et des beaux quartiers, enfin des quartiers prioritaires à la politique de la ville et des beaux quartiers de Lyon, et c'était ultra passionnant la rencontre. Et qu'évidemment, la question de l'égalité est une question collective, commune, et que sans doute, d'ailleurs, c'est une chose un peu problématique, qui est la façon dont parfois les contraintes de définition dans les projets de la politique de la ville en termes de financement ne favorisent pas forcément les questions de mixité. Je pense que c'est extrêmement important dans des projets, par exemple, qui se passent dans des quartiers de la politique de la ville, de faire venir des gens d'ailleurs, avec l'argent de la politique de la ville, au contraire, de mener des choses dans des quartiers qui ne sont pas de l'ordre de la politique de la ville, mais avec des personnes qui viennent d'ailleurs. En fait, il me semble qu'il y a parfois les financements cloisonnent les questions et les problématiques, là où évidemment tout est bien plus, doit rester bien plus ouvert, bien plus partageable. Et voilà, et que cette question de la mixité sociale dans les quartiers, les projets, le volet culturel de la politique de la ville me semble une question extrêmement importante et sur lesquelles l'État et les collectivités doivent rester très attentives, et il faut un peu se battre parfois pour ça. Oui, parce qu'on est entre la reconnaissance et la ghettoisation tout le temps. Donc Ouais. la dernière question, mais tu l'as déjà beaucoup abordée, c'est s'il te revient d'autres projets récents dont tu as été à l'initiative, qui t'ont marqué. Tu en as beaucoup abordé dans le déroulé, mais est-ce qu'il y a d'autres? Peut-être 2, justement, ce cabaret citoyen, 5 jours au cœur d'une place, dernière place en zone sécuritaire de la ville de Lyon, donc, où on s'est installé 5 jours. En fait, c'était une étape vers le cabaret citoyen a une fin. En fait, ça tendait vers une grosse création à la Maison de la Danse, et effectivement, qui donne tout son sens à ce projet. C'est qu'on avait passé 6 mois dans le quartier à mettre en place plein d'ateliers. Il y avait eu stand festival dans le quartier avec les personnes du quartier, tout en étant attentif qu'il y ait d'autres gens qui viennent. Et le bout de ça, c'était une création à la Maison de la Danse, donc qui s'est appelée l'Assemblée des Lucioles, et où il y avait 120 habitants sur scène. Donc, une grande majorité des quartiers du 8e arrondissement, de quartiers populaires, une partie de personnes qu'on est allé chercher ailleurs, parce qu'on avait ouvert cette création à plein d'autres personnes. Donc, 120 personnes, 10 artistes qui chantaient dans 15 langues et qui racontaient leurs engagements et leur combat de vie. Et évidemment, cette création à la Maison de la Danse, donc Maison de la Danse, 2 fois 2000 personnes, de public extrêmement mélangé. Ce qui s'est passé dans ce lieu-là, évidemment, donne tout son sens au processus. C'est-à-dire qu'à un moment, ces 120 personnes en scène, elles ont fait une expérience justement de la question de la reconnaissance, de la reconnaissance et de
et, et de comment comment les institutions doivent pouvoir accueillir ça. Et d'ailleurs, la directrice de la Maison de la Danse, à la sortie du spectacle, m'avait dit « Nous avons besoin de ce type d'expérience pour redonner aussi du sens à nos maisons. » Voilà. Et ça, c'est une chose extrêmement forte. Et une fois que j'ai fait ça, depuis 2 ans, j'ai mené une expérience qu'avec des jeunes entre 18 et 25 ans, donc précisément ceux que je n'avais jamais vraiment rencontrés dans les quartiers, ceux qui ne sont pas captifs, ceux qu'on appelle invisibles, donc des jeunes en décrochage, avec maximum le bac, beaucoup étant déscolarisés. Et donc, j'ai mené 2 années de suite donc avec 15 jeunes engagés en service civique sur 7 mois, en faisant le pari qu'avec ces jeunes-là, la pratique artistique leur permettait de devenir acteurs de la société dans laquelle ils étaient. Et en fait, ça a été une expérience extrêmement passionnante parce que je pense que c'est l'endroit le plus complexe, c'est-à-dire ces jeunes adultes avec lesquels j'ai découvert à quel point, je ne soupçonnais pas, parce que c'est des quartiers que je connaissais bien, mais je ne soupçonnais pas à quel point il y a un enfermement, à quel point ces jeunes, passant la limite du quartier, se sentent étrangers. Ce que c'est au fait aussi d'avoir été renvoyé pendant toute sa scolarité à être un bon à rien, la question de l'humiliation, les résistances qu'ils ont développées, et que sans doute pour la première fois de ma vie, et ça a été passionnant pendant 2 ans, j'ai rencontré des résistances extrêmement fortes. C'est-à-dire que tout ce que j'avais mis en place de générosité, de relations, était là et ne fonctionnait pas, ne fonctionnait plus dans ce rapport aux jeunes avec qui les profs, les éduques, personne. Et j'étais arrivée, en fait, je me suis retrouvée à me dire, en fait, j'étais naïve. Et là, on a dû réinventer. Et d'ailleurs, ce qui est passionnant, c'est que là, Rancière m'a à nouveau énormément servi, c'est-à-dire de comprendre que ces jeunes ne pouvaient apprendre, en fait, que notre métier, c'était de créer les conditions dans lesquelles ils apprennent par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, enfin, ils ne voulaient rien en transmission directe. Et là, c'est toute la stratégie, avec nos pratiques artistiques, de créer les espaces pour qu'ils découvrent par eux-mêmes leurs ressources. Ça a été extrêmement passionnant. Et aussi, sur un autre point, c'est que, alors, ce qui est une chose un peu peut-être intéressant, c'est que quand même, comme artiste engagé dans les quartiers populaires, on prend assez souvent le risque d'être relégué, en fait, à travailler avec des populations reléguées. On prend un peu le risque, comme artiste, d'être relégué. Moi, ça m'est arrivé à un moment, au moment où je décide de m'installer dans un quartier, de mettre les bureaux de ma compagnie dans un quartier populaire à Lyon, de perdre mes subventions de la ville de Lyon en droit commun, me disant, bah non, en fait, là, vous vous décalez, on va vous donner des subventions d'action culturelle, mais vos subventions de création, non. De faire cette expérience-là, en fait, d'être un peu relégué quand on va dans des espaces, dans des quartiers relégués. Après, ce qui l'emporte, c'est que dans la relation avec les personnes, c'était toujours absolument magique. Et sans doute qu'avec les jeunes gens, on a fait une autre expérience de la relégation. C'est-à-dire que ces jeunes adultes à qui on a eu affaire, ont commencé par penser que si nous, artistes, on était là avec eux, c'est que nous-mêmes, comme eux, on était des ratés, quoi. On était des… et on était doublement relégués, c'est-à-dire eux-mêmes nous reléguant, pensant qu'en fait, on était comme eux, et donc on n'avait aucune compétence, que si on se retrouvait là, travailler dans les quartiers avec eux, c'est vraiment que ça n'avait pas de sens. Et évidemment, je dis ça parce que ça, c'est une chose très importante, le lien des artistes qui travaillent dans les quartiers populaires avec les institutions permet en fait aux gens qu'on rencontre de ne pas se sentir sous-estimés dans la relation artistique. Et que moi, il y a plein de moments où, au plus près des gens, et je me rappelle une fois dans un foyer d'hébergement, un gars qui me dit ouais, mais en fait là, vous venez nous faire l'aumône artistique. Et en fait, la réponse que j'avais pu lui faire, c'est de dire bah, en fait, là, je suis là aujourd'hui parce qu'en fait, je vous invite à venir au TNP, parce qu'en fait, ce projet, il a un lien avec le TNP, et que ça a désamorcé, en fait, le truc d'un peu d'animosité où d'un coup, il me voyait comme une sorte de quelqu'un qui faisait faire une sorte d'aumône artistique et que c'était des histoires d'aller-retour. Donc, évidemment, de penser la question des quartiers de la politique de la ville et des projets artistiques au cœur même et en lien avec les institutions et le centre de nos villes, c'est extrêmement important. Géraldine, merci beaucoup pour la richesse des propos. Et puis, Merci, je te Serge, souhaite le meilleur.